Bonsoir Nicolas Bouzou, merci de nous rejoindre. Vous êtes économiste plutôt libéral, vous écrivez régulièrement dans Le Figaro, Les Échos et à Londres dans le Financial Times. Vous êtes l'auteur d'un livre qui vient de paraître, L'innovation sauvera le monde. Nicolas Bouzou, vous avez lu très attentivement le programme économique du Front National et c'est à ce sujet que vous avez des questions à poser à Madame Le Pen. Bonsoir Madame Le Pen. Il y a quelque chose qui est un trait saillant de votre programme économique, c'est l'idée de sortir de la zone euro, que la France sorte de la zone euro. Et ce qui est intéressant, c'est que vous liez le fait de sortir de la zone euro avec le fait de réduire le taux de chômage qui en effet est très important en France. Ceci dit, quand je regarde les taux de chômage des pays qui nous environnent, je vois que même dans la zone euro, vous avez des pays qui ont des taux de chômage extrêmement faibles. Je vais vous prendre quelques exemples. Il y en a un, bien sûr, qui est très connu, c'est celui de l'Allemagne, un taux de chômage de 5%, mais 6% aux Pays-Bas, 6% en Autriche. Vous avez un autre pays qui est très intéressant, qui a un taux de chômage élevé, plus que nous, c'est le Portugal, parce que le taux de chômage, il diminue extrêmement rapidement. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on connaît en réalité les ressorts du marché du travail. On sait qu'il faut davantage de flexibilité pour que les emplois se créent. On sait qu'il faut un effort massif sur la formation continue. Pourquoi est-ce que vous liez le chômage et la sortie de la zone euro, sachant que la sortie de la zone euro générerait des conséquences qui sont très difficiles à prévoir, alors qu'on sait ce qui fonctionne et qui est relativement simple finalement? En d'autres termes. Vous savez ce qui fonctionne, oui. Monsieur Bouzou? Oui, parce qu'on a des pays autour de nous qui l'ont fait et qui sont au plein emploi. Vous savez ce qui fonctionne? C'est une politique dans votre esprit d'austérité absolument totale. Pas du tout. C'est la baisse des salaires, c'est la baisse des retraites. C'est la politique d'austérité qui a été imposée, permettez-moi, en l'occurrence au Portugal à la demande de la Commission européenne. Moi, ce que je dis, si vous voulez, pourquoi je lis les deux? Je lis les deux parce qu'il y a un lien. C'est aussi simple que cela. D'ailleurs, je ne suis pas la seule à le faire. Monsieur Stiglitz vient de sortir un livre, il est prix Nobel d'économie et il explique que l'euro est effectivement un obstacle majeur à la reprise de l'emploi en Europe. Il n'y a pas que M. Stiglitz, il y a M. Halley, décédé, qui était prix Nobel d'économie français, le seul à l'époque, et qui disait exactement la même chose. Mais il y a une étude très intéressante qui vient de sortir, l'étude du FMI, elle vous a pas échappé. Bon, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que en réalité, l'euro est 15% inférieur à la valeur qu'il devrait être en Allemagne et 6% supérieur à la valeur qui devrait être le sien en France. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si c'est 15, il y a un déficit de compétitivité entre nos deux pays de 21%. Je veux dire, on ne peut pas lutter dans ces conditions-là. Et on est donc confronté à une forme de dumping monétaire. Dans le dumping que nous vivons, que nous subissons, il y a le dumping social, c'est le cas des travailleurs détachés, vous êtes bien d'accord avec moi, c'est-à-dire qu'on fait venir des travailleurs de l'étranger dont les charges sociales ne sont pas les mêmes que les travailleurs français. La conséquence de ça, c'est que les travailleurs français croisent les bras au chômage forcé et regardent passer les travailleurs détachés qui viennent travailler sur nos chantiers industriels. Pour ça, il faut plus d'intégration économique, monétaire et fiscale. Parce que je suis d'accord avec vous sur les différentiels de concurrence, mais c'est bien pour ça qu'il faut harmoniser, ça ne peut se faire que dans le cadre de l'Union européenne. Monsieur Bouzou, dans quel sens? Non mais... Est-ce que c'est nos travailleurs qui doivent baisser leur salaire au niveau des travailleurs des pays de l'Est? Ou est-ce que ce sont les travailleurs des pays de l'Est qui doivent monter les salaires, et vous savez que ça n'arrivera jamais, jusqu'au niveau de nos propres salaires? Les salaires sont plus élevés. Je vais prendre un exemple. On prend toujours l'Allemagne. Je prends l'exemple de l'Autriche. Les salaires sont plus élevés en Autriche. Je prends l'exemple des Pays-Bas. Les salaires ils sont plus élevés. La pauvreté y est plus faible qu'en France. Ça veut bien dire que même à l'intérieur de la zone euro, on peut faire des choses en réformant nos économies de l'intérieur. Vous avez raison de dire vous avez raison de dire que l'euro est un peu trop fort pour la France et un peu trop faible pour l'Allemagne. Cela dit, ce qui était vrai il y a quelques mois, il est beaucoup moins aujourd'hui. Vous avez vu que l'euro s'est considérablement déprécié et on a toujours des problèmes de compétitivité. 21% de différentiel de compétitivité. Moi, ce que je voudrais profiter, merci de me permettre de le dire, c'est que le retour à une monnaie nationale n'est pas d'abord le seul projet que nous avons dans notre programme économique. Oui, mais c'est le plus spectaculaire, vous en convenez, c'est le plus spectaculaire. Mais parce que tout le monde est soumis à cette idée qu'on ne peut pas vivre avec une monnaie nationale alors que nous avons vécu
toute l'existence de la France avec une monnaie nationale. Vous dites, il y a des pays qui ont du taux de chômage inférieur, etc. Moi, je vais vous dire, je regarde là, la croissance depuis 2007 de la Suède et de la Finlande. Bon, l'un a l'euro, l'autre ne l'a pas. Plus 15% et moins 1%. D'accord, bon. Mais le Japon n'a pas de croissance non plus, il est dans le yen. Le taux de chômage dans la zone euro, 10,3%. Dans les pays de l'Union européenne hors zone euro, 6%. La croissance depuis 2007, zone euro, plus 4%, pays de l'Union européenne hors de la zone euro, plus 14%. Pourquoi ne pas admettre que c'est un obstacle? Et pourquoi Parce que ça n'en est pas un. Parce que vous avez dans la zone euro des pays au plein emploi. Ça n'en est pas un. Bouzou, de deux choses l'une. Si on veut récupérer cette compétitivité dont tout le monde parle, vous savez qu'il n'y a pas 50 possibilités. Certes, il y a l'investissement dans l'innovation et nous partageons cette préoccupation. Elle est là, la clé. Non, oui, mais aujourd'hui, ça n'est pas ce qui est mis en place. Pour obtenir de la compétitivité, qu'est-ce qu'on nous propose? On nous propose soit de baisser les salaires, soit de baisser les charges, c'est-à-dire d'effondrer le système de protection sociale, soit il y a un autre moyen, c'est de pouvoir baisser notre monnaie. Et c'est ce que nous voulons faire. Et d'ailleurs, le Brexit. Souvenez-vous de ce qu'on nous avait dit. Hein. On nous avait dit que ça allait être la catastrophe épouvantable, qu'ils allaient entrer en récession, que tout allait se casser la figure. Aujourd'hui, tout va bien, merci pour eux, et les banques admettent... Tout ne va pas bien, Madame Le Pen. Si tout va bien... Mais il n'était pas dans la zone euro, hein. Là, ça n'est pas le sujet de la zone euro. Mais Madame Le Pen, il n'était pas dans la zone euro. La livre a perdu 15%, tout ne va pas bien au Royaume-Uni. Mais ils sont ravis, Monsieur Boulot, que la livre ait perdu 15%. Non. Et ils enregistrent un taux d'exportation qu'ils n'ont jamais enregistré depuis des années. C'est magique. Les banques... Mais non, c'est pas magique. Il suffit de sortir de l'Union européenne, Madame Le Pen, en 3 mois, avec les exportations redécollent. D'ailleurs, j'attends que vous m'expliquiez le raisonnement. Lorsque la monnaie baisse, les exportations sont boostées. L'euro a baissé. Ça n'est pas extraordinaire. En tant qu'économiste, vous devriez considérer ça tout à fait normal. Et d'ailleurs, les banques viennent d'exprimer, et vous le savez aussi, qu'effectivement, elles s'étaient trompées. Et qu'en réalité, il n'y a pas eu de choc de défiance après le Brexit, mais plutôt un choc de confiance qui aujourd'hui permet à Theresa May d'engager une grande politique de réindustrialisation du même type que celle que nous voulons mettre en œuvre et qui leur permet aussi de développer des aides à des secteurs particuliers puisque avec la sortie de l'Union européenne, ils vont récupérer pas moins de 7 milliards par an. Qui était ce qu'il versait à fonds perdus à l'Union européenne. En ce qui nous concerne, c'est 9 milliards d'euros par an. Ça, c'est un raisonnement à courte vue. Dans 15 ans, vous pensez que le Royaume-Uni sera plus riche hors de l'Europe qu'il ne l'aurait été dans l'Europe? Ça n'est pas une vision à courte vue. C'est au contraire une vision à long terme. Moi, j'ai une vision à long terme. C'est peut-être ce qui me différencie des autres responsables politiques. Parce que moi, je ne suis pas là pour faire plaisir aux actionnaires qui veulent avoir un profit immédiat. Moi, je ne suis pas là pour essayer de regarder la prochaine élection et calquer l'intégralité de la politique que je veux mener sur la prochaine élection. Moi, ce que je dis, Monsieur Bouzou... Je peux dire un mot sur le Brexit. Theresa May, ce qu'elle a dit cette semaine, notamment au G20, c'est qu'elle allait faire du Royaume-Uni le paradis du libre-échange. Pourquoi est-ce qu'elle a dit ça? Tout simplement parce qu'en sortant de l'Union européenne, le Royaume-Uni doit renégocier des traités commerciaux avec tous ses partenaires commerciaux. Ce qui, au passage, fait la joie des avocats britanniques, et ça ferait la joie des avocats français s'il se passait la même chose, puisque l'État britannique n'a évidemment pas les ressources internes pour aller renégocier partout dans le monde des contrats de commerce international. Et donc, ça pose un problème de complexité et de coût pour l'État qui est très important. Mais le point essentiel, c'est que quand Madame May, et on l'a très bien vu au G20 puisqu'elle a eu ce débat avec le gouvernement chinois. Quand elle va voir les gouvernements des pays émergents. Mais que veulent-ils les gouvernements des pays émergents? Ils veulent moins de droits de douane. Ils veulent des zones de libre-échange. Ce qu'a demandé le président chinois à Madame May lors de la réunion du G20, c'est une zone de libre-échange. Ce que veulent les pays d'Amérique latine, c'est une zone de libre-échange. Moi, ça me va. Mais vous, Madame Le Pen, je ne suis pas sûr que ce paradis du libre-échange soit ce à quoi vous aspirez. Ce n'est pas parce qu'ils le demandent qu'ils l'obtiendront. Je pense que lorsque les Chinois se sont vus imposer 260% de droits de douane par les Américains sur leur acier, ils n'ont pas sauté de joie. Non. Mais ça s'appelle des négociations. Les droits de douane, c'est pas une muraille qu'on pose là bêtement. Ce sont des négociations, c'est de la microchirurgie. On discute avec les pays pour protéger des secteurs qui sont les nôtres et qui sont soit
soit essentiel à notre économie, soit stratégique dans la vision d'indépendance qui est la nôtre. Et puis je veux dire, revenons à l'euro. Il y a un autre problème, M. Bouzou, dont personne ne parle jamais et dont les économistes ne parlent pas parce que c'est un problème très politique. C'est que l'euro, ça n'est plus en réalité une monnaie. L'euro, c'est un couteau planté dans nos côtes qui permet à l'Union européenne de nous faire avancer exactement là où elle veut et qui est une arme contre les peuples. D'ailleurs, c'est si vrai qu'en Grèce et au Portugal, lorsque le peuple grec et le peuple portugais ont voulu faire autrement que de se soumettre à la politique terrifiante d'austérité, eh bien l'Union européenne a dit si c'est comme ça, alors nous vous coupons les robinets des liquidités. Pourquoi est-ce que les Portugais restent massivement, dans toutes les enquêtes d'opinion, les Portugais restent massivement favorables à la fois à l'euro et à la fois à l'Union européenne? Est-ce que ce que je dis est vrai ou pas? Non, bien sûr que non. Donnez-moi un exemple. Cela. Mais donnez-moi un exemple concret. Je vous donne un exemple. La Grèce, par exemple. La Grèce décide de tourner le dos à la politique d'austérité et l'Union européenne lui dit, eh bien si c'est comme ça, nous coupons les liquidités des banques. Est-ce que vous croyez que l'on peut vivre, monsieur, sans décider de son destin? Est-ce que vous acceptez l'idée? Moi, je ne l'accepte pas. Comme l'a exprimé M. Juncker, il n'y a pas de démocratie contre les traités européens. Il y a de la démocratie, Madame Le Pen. La démocratie doit passer au-dessus de tout. Mais en économie, il y a des règles. C'est comme en physique. Si vous êtes contre la loi de la gravitation et que vous sautez du 5e étage, et je ne vous le souhaite pas, vous tomberez vers le bas. C'est pareil. Madame Le Pen, Nicolas Bouzou. Le programme de Syriza était un programme absurde sur le plan économique. Le choix des je sais que vous le défendez, et c'est pour ça qu'il s'est heurté au mur de la réalité. C'est le choix des Grecs. Personne ne peut avoir raison contre le peuple grec et personne ne peut avoir raison contre le peuple français. Et vous me dites les règles, mais qui a imposé ces règles? Qui a imposé aux Français la Constitution européenne qu'ils avaient rejetée par référendum? Madame Le Pen. Qui a imposé, le traité budgétaire alors que l'intégralité des Français quasiment étaient contre? Je veux dire, ça c'est pas la démocratie. Moi je défends la démocratie. On peut défendre un autre modèle, un autre système, mais moi en l'occurrence, je suis en France le défenseur de la volonté du peuple français. Merci pour ce débat très animé et forcément incomplet sur l'économie. Nous vous réinviterons très volontiers tous les deux pour en discuter. Merci Nicolas Bouzou d'avoir évalué et critiqué, il faut le dire, le programme du Front National.